Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moec, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Alors, j'ai pas le son en retour. Gilles, vous m'entendez? Moi, je vous entends. Ah, parfaitement. C'est un tout petit peu haché, mais je vous entends. Merci d'être là. Bon, on a cette BCE, on l'a largement commenté ici la semaine dernière, mais on va continuer un petit peu avec vous. La BCE qui recalibre son programme d'urgence pandémique, mais qui se défend d'initier un tapering. Elle joue sur les mots, Christine Lagarde, elle a raison. Et c'est bien joué. Elle a raison parce que les mots ont un sens. Pour moi, la définition du tapering, c'est une réduction graduelle du programme d'achat avec une information sur la zone d'atterrissage. C'est ce qu'ont fait les Américains, par exemple, en 2013. On commence à réduire graduellement les achats et on dit là où on va et à quel moment on va s'arrêter et les achats nets se terminent. Là, on recalibre effectivement, on réduit le rythme d'achat du PEP entre septembre et le mois de décembre, mais on ne dit rien sur la suite. On ne sait pas quand le PEP prendra fin, on ne sait pas ce qui le remplacera. Donc oui, Lagarde a raison de dire qu'il ne s'agit pas d'un tapering au sens strict du terme. Le seul problème, si je peux dire, c'est que la raison pour laquelle elle ne veut pas parler de tapering aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'accord au sein du Conseil des gouverneurs très clairement sur la suite. On sait qu'on va vers une diminution des achats, on sait qu'on va vers la fin du PEP, mais on est très loin, je crois, d'être arrivé à un consensus sur le montant idoine de stimulus qui prendra la suite du PEP à partir de mars 2022. Et c'est parce qu'elle n'a pas d'accord aujourd'hui au sein du Conseil des gouverneurs qu'elle ne s'exprime pas ou parce qu'elle manque de visibilité, qu'elle attend de voir un petit peu, comme les Américains d'ailleurs, qui conditionnent tout ça à l'économie. Les deux se nourrissent. Je pense que le message sur la conjoncture qu'on a eu de la BCE était un message quand même assez confiant et assez positif. J'ai plutôt l'impression qu'en interne, c'est un tout petit peu plus nuancé que cela, parce qu'on a quand même pas mal d'incertitudes devant nous. L'Europe, pour l'instant, est dans une position, pour une fois, j'allais dire, dans cette crise, plus favorable que les États-Unis, parce que les derniers indicateurs conjoncturels se portent plutôt mieux en Europe qu'aux US. Aux US, ça ralentit quand même un petit peu, et c'est très certainement lié à la situation pandémique. Mais je pense que la BCE se dit, voilà, on commence à voir des choses aux US depuis le mois d'août. On sait par ailleurs que la Chine est plutôt en ralentissement. Donc, on a encore quelques incertitudes sur le rythme de croissance à la fin 2021, début 2022. Donc, que la BCE veuille se garder un peu de capacité d'analyse, de temps d'analyse, ça me paraît normal. Mais quand même, sur le fond, on s'aperçoit qu'il y a des divergences quand même de plus en plus marquées au sein du Conseil des gouverneurs sur l'orientation de la politique monétaire, quelle que soit l'analyse de la conjoncture. En cette rentrée, Gilles Moec, sur les indicateurs économiques mondiaux, on dit qu'ils commencent à fléchir un peu partout, notamment en Asie, notamment aux États-Unis, peut-être un petit peu moins pour le coup en Europe. C'est vrai qu'on a, quand on voit les indicateurs qui sortent, ils ont tendance à ressortir, comme on dit, en dessous des attentes. Le niveau de surprise économique, comme on dit, baisse, avec de plus mauvaises surprises, ou en tout cas des stats qui sont moins bonnes qu'attendues. C'est vrai, mais enfin, on devait s'y attendre. C'est-à-dire que la vraie difficulté, je crois, pour la conjoncturiste aujourd'hui, c'est de faire la part entre ce qui est le ralentissement, le fléchissement mécanique lié au fait qu'on a eu un rattrapage absolument massif qui a démarré aux États-Unis, en Asie, puis en Europe, qui a atteint son pic probablement vers le deuxième trimestre 2021. Et ça ne pouvait pas durer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rattrapé, voilà, ces effets de rattrapage mécanique se finissent par être absorbés. Donc on allait toujours aller vers des indicateurs macro sur des indicateurs d'enquête qui allaient commencer à phaséer un tout petit peu. Et d'ailleurs, dans toutes les enquêtes qu'on a eues, la variation est un peu inquiétante, mais les niveaux absolus des enquêtes restent très élevés. Donc il y a une partie qui était mécanique, qui était normale, et voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Là où ça devient un peu plus inquiétant, c'est qu'il y a des motifs réels de ralentissement. En particulier aux États-Unis, moi je suis assez sensible à ce qui se passe du côté de la confiance des ménages, du côté de la consommation dans certains secteurs, et ça c'est probablement l'effet de la pandémie. Les États-Unis avaient eu un très bon départ sur les vaccinations. Ça a beaucoup ralenti à partir du printemps. Ils ne sont pas arrivés à un niveau d'immunité collective. Et comme par ailleurs, ils ne prennent pas beaucoup de précautions sanitaires autres,
On a une résurgence quand même très marquée de la pandémie, avec un niveau de pression sur le système de santé qui est de nouveau assez fort. Et même si les Américains ne prennent pas des mesures gouvernementales de réduction de l'activité, il est probable que les consommateurs réagissent d'eux-mêmes, c'est-à-dire restreignent un tout petit peu leur consommation de restaurants, par exemple, ou d'activités culturelles. Donc là, il y a quelque chose qui va au-delà, sans doute, du mécanique. Et puis, on a toutes ces sources de perturbations des chaînes de valeur mondiales. Ce qui se passe du côté des semi-conducteurs, ce qui se passe du côté des coûts de transport, des capacités de transport. Et ça a aussi un effet négatif sur la conjoncture. On le voit par exemple aux États-Unis, en Allemagne. Frappant, je crois n'avoir jamais vu un tel écart entre, dans l'enquête Tifo, les niveaux des carnets de commandes dans l'automobile qui sont extrêmement élevés. Les gens veulent acheter des voitures en Allemagne et une production automobile qui n'arrive pas à suivre. Et ça c'est très clairement le reflet de difficultés d'approvisionnement. Donc ça s'ajoute au risque qui nous reste du côté de la pandémie. Un petit mot sinon, Gilles Moec, de Jérôme Powell, qui, on l'a compris, aimerait pouvoir lancer son tapering d'ici la fin de l'année. Ça reste jouable pour vous comme timing, malgré, encore une fois, des chiffres d'emploi qu'on a commentés ici du mois d'août qui n'étaient pas bons? Oui, ça reste jouable parce que... Et au vu de ce qu'on a dit, à savoir au vu du dynamique économique qui faiblit aux États-Unis. Ouais. Ça faiblit, mais ça n'est pas catastrophique. C'est-à-dire que la question à laquelle les banques centrales doivent répondre, finalement, c'est est-ce que le QE est pensable lorsqu'on n'est plus en situation véritablement catastrophique? Alors, en tout cas, le QE, avec la vigueur qu'on a connue depuis le printemps 2020. Je pense que l'argumentation de la Fed, j'ai l'impression que le discours évolue vers l'idée que, certes, ça fléchit, certes, il y a des risques à la baisse, mais QE est réservé pour des cas vraiment très, très, très graves. On n'y est pas. Par ailleurs, l'inflation a quand même, c'est quand même renforcé aux États-Unis et la Fed ne peut pas totalement l'ignorer. Et j'ai l'impression que du coup, ce que nous prépare la Fed, c'est une dichotomie entre le QE, il faut que ça s'arrête, il faut commencer à refermer le robinet, mais en même temps, en étant extrêmement dovish sur le timing de la montée des taux. Donc en fait, on échangerait une trajectoire de tapering contre une quasi-garantie que les Fed Funds ne remonteraient pas avant quoi 2023. Ouais, 2023. Et c'est plutôt d'ailleurs bien accepté par le marché, ce deal-là, entre guillemets, non? Oui, on a pour l'instant un marché obligataire qui se tient. Ce qui est quand même intéressant, on n'a pas encore fait ce test parce que on a eu énormément de facteurs techniques dans le printemps et au début de l'été qui ont accentué la baisse des taux aux US. On a eu par exemple le fait que le Trésor américain avait surémis en 2020 pour se préparer au stimulus budgétaire de 2021, se retrouve maintenant en train de réduire en fait son compte auprès de la Banque centrale de New York, et donc émet moins, donc il y a moins de papier américain qui arrive sur le marché. C'est ajouté en plus les difficultés techniques liées au debt ceiling. On a aussi des banques américaines qui se sont retrouvées face à un afflux massif de dépôts à vue au moment où l'État fédéral a signé des chèques aux ménages. Les banques ont recyclé ces dépôts à vue sur le marché obligataire américain. Ces effets techniques-là, quand même, arrivent à leur terme. Et donc, on peut avoir, sur la fin d'année 2021, quand même, à mon avis, une hausse plus marquée des taux longs, sous l'effet du tapering, mais aussi de la disparition de ces facteurs contingents. Ouais. Après, encore une fois, ça vous a surpris ou pas? Parce que cette imminence d'un tapering de la Fed, pour le coup, est sans impact sur les bourses. Contrairement à 2013, on se dit que les leçons du passé ont été tirées par les banques centrales. C'est quand même une surprise, non? C'est l'absence de turbulence. Oui, pour moi, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que le tapering a quand même été beaucoup mieux télégraphié cette fois-ci, et d'une manière beaucoup plus étalée dans le temps que lors du fameux épisode de 2013. Si on veut aller vite, on dirait que la différence entre 2013 et aujourd'hui, c'est que Powell a parlé. Parce que si vous vous souvenez de 2013, ce qui se passe, c'est que Bernanke parle, préannonce un tapering, et à Jackson Hole, décide de ne pas en parler.
alors qu'entre-temps, les signes de pression sur le marché américain s'étaient accentués et le marché a paniqué. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quand même pendant plusieurs mois la préparation au tapering et Powell qui parle à Jackson Hole et qui redonne une espèce d'indication générique sur le timing du tapering, mais on continuera à dire attention sur les taux, sur les Fed Funds, on fera très attention, on attendra, etc. Donc, je pense qu'ils ont vraiment appris de 2013, ils communiquent plus souvent et moi, je pense plus clairement qu'en 2013. Donc, c'est plus facile à recevoir par les marchés. Ouais, sauf que pour le coup, si d'aventure l'inflation était plus élevée, plus durable aux États-Unis, est-ce que ça pousserait pas la Fed de Powell à accélérer son tapering, ce à quoi j'ai le sentiment les marchés ne sont pas préparés aujourd'hui? Oui, mais je crois que les marchés ont raison parce que je pense que 80% de la profession économique, ça ne veut rien dire, on peut avoir tous tort en même temps, mais 80% de la profession économique est plutôt d'accord avec l'approche de la Fed. L'approche de la Fed, c'est on a un choc transitoire, on arrive toujours à bien tracer en fait cette accélération des prix à des phénomènes qui sont quand même très contagions, le semi-conducteur avec son impact sur les voitures d'occasion, les rattrapages dans les hôtels, dans les compagnies aériennes, etc. Il ne s'agit pas d'une inflation généralisée. Et quand est-ce qu'on saura si les risques s'accumulent ou pas? Je pense qu'on saura avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant qu'on donne le top départ sur le tapering, parce qu'on commencerait à voir des choses quand même dans les salaires. Pour l'instant, les stades de salaire sont totalement perturbés par les indemnités chômage, etc. Ouais. Parce qu'on voit quand même des choses, pardon, Gilles Mouek, on voit des choses sur les salaires. On est sur un an, des salaires qui augmentent de 4,3% en moyenne, 10% dans les loisirs et l'hôtellerie. Et je disais qu'il y avait même des pénuries, on le sait, des pénuries de main-d'œuvre évidemment, mais qui provoquent des hausses de salaire et même des secteurs qui offrent des primes à l'embauche, qui vont de 1 000, 5 000 $ pour les jobs les moins rémunérés, jusqu'à 100 000 $ pour les postes les plus en vue. Voilà, il faut quand même surveiller de près ce qui se passe ou pas, selon vous, sur Non, il faut surveiller de près ce qui se passe. Il faut surveiller de près ce qui se passe, mais quand même, ce qui est quand même frappant, j'avais regardé ça au début de l'été, dans le cas des salaires dans l'hôtellerie, par exemple, hôtellerie-restauration, on a eu des augmentations très très fortes. Ces augmentations très très fortes sont intervenues surtout dans le bas de l'échelle. De gens, en fait, qui refusaient de reprendre leur activité, sous l'effet, sans doute, à ce moment-là, d'indemnité chômage qui était extrêmement généreuse. 300 $ par semaine. Ouais, pour plus de la moitié des salariés américains, et donc peut-être les 2/3 dans les secteurs qui payent le moins, comme hôtellerie et restauration, il était plus intéressant de rester à la maison au chômage plutôt que de reprendre l'activité. S'y ajoutait le fait que les mécanismes de garde d'enfants aux États-Unis sont embryonnaires et que beaucoup d'écoles étaient fermées à cause de la pandémie. Donc vous avez des gens qui, parfaitement rationnellement, ont décidé de ne pas reprendre le boulot. Et donc, des entreprises qui ont été obligées de mettre au pot et de payer ces primes dont vous parlez, cette augmentation générale. Le sursalaire, la surprime fédérale sur l'indemnité chômage se termine là, au mois de septembre, et la moitié des États américains l'ont aboli au début de l'été. Donc, on va commencer à faire la vérité des prix dans les mois qui viennent. Je suis sans doute un keynésien un tout petit peu trop orthodoxe, mais il reste un fossé, un écart d'emploi aux États-Unis d'à peu près 3,5%. Le taux de l'emploi aujourd'hui est inférieur de 3,5% à ce qu'il était avant la pandémie. Donc oui, il y a des problèmes d'ajustement par secteur, mais de manière agrégée aux États-Unis, on est très très loin. Parce qu'il y a un réservoir d'emploi, encore une fois, c'est ça? Ouais. Un petit mot juste des marchés boursiers. On sent que l'euphorie cède un peu sa place à la prudence sur les marchés. Est-ce que, selon vous, le vent a tourné sur les bourses mondiales, qui ont déjà bien grimpé cette année aussi, hein? C'est déjà un très beau millésime. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée que ça ne peut plus progresser beaucoup. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie des Cassandres qui expliquent que ça va se casser la figure dans 3 semaines ou dans 3 mois. Mais c'est vrai que ce qu'il reste comme marge possible de progression sur les actions me paraît quand même assez limité parce qu'on sait tous que les valorisations sont quand même très élevées et que même si c'est bien préparé, même si c'est très prudent, même si les taux eux-mêmes ne vont pas monter avant très longtemps, on a quand même des politiques monétaires qui sont en train de réduire la voilure. Et puis on a toujours ces soucis pandémiques, ces flare-ups ici et là, en particulier aux États-Unis. Donc je pense que ça fait sens d'être un tout petit peu prudent dans les 3 derniers mois de l'année 2021. Ouais. On a un peu mangé notre pain blanc. Enfin, les investisseurs vont un petit peu manger leur pain blanc parce que j'ai dit ça aussi il y a l'inflation. Donc voilà,
Ouais. J'ai également dit ça il y a 3 mois, et entre-temps, les marchands continuent à monter. Mais c'est vrai que voilà, on peut construire quand même un cas assez rationnel sur une prudence sur ce qui reste de 2021. Bon, voilà, merci. Merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Au revoir.